On commence. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet nouvel épisode de gestion financière et pendant laquelle nous allons effectivement voir un peu en analyse approfondie un tout petit peu justement la problématique d'estimer le taux d'actualisation parce que effectivement quand on est en face à un exercice, quand on est étudiant, on peut avoir facilement je dirais les données de l'exercice qui sont disponibles au niveau de l'énoncé, à savoir par exemple le taux d'actualisation que vous trouvez est égal à 10%, 12%, etc. Mais quand on est dans le monde du travail, quand on occupe un poste de gestionnaire financier dans une entreprise, généralement on n'a pas de taux d'actualisation qui est disponible, surtout si par exemple l'entreprise vient de recruter un gestionnaire financier ou vous venez d'être recruté dans cette entreprise. Et donc la première problématique à laquelle se heurte le gestionnaire financier, c'est quel est le taux d'actualisation qu'il va appliquer. Et donc la réponse, ou bien la question était comment pouvoir donc estimer le taux d'actualisation. Et bien sûr, il y a beaucoup bien sûr, vous êtes tous et toutes d'accord avec moi qu'on n'est pas autorisé en tant que gestionnaire financier, on n'est pas autorisé à comment dirais-je, prendre voilà, au hasard, de façon un peu hasardeuse, un i est égal à 10%, un i est égal à 12%, un i est égal à 20%. Donc on n'est pas autorisé à le faire, on n'est pas autorisé à prendre des valeurs comme ça gratuitement. Mais on est obligé en tant que gestionnaire financier à donc justifier le choix de tel ou tel taux d'actualisation. Et donc pour le justifier, il faut suivre une ou plusieurs méthodes qui sont objectives. La première méthode que nous allons voir tous ensemble, justement au niveau de cet épisode, c'est la méthode, puisque le taux d'actualisation, par définition, est le taux minimum exigé par les actionnaires. Puisque effectivement les actionnaires, quand on cherche à investir son argent dans une entreprise, on exige effectivement pour pouvoir me convaincre en tant qu'actionnaire, comment vous pouvez me convaincre à investir mon argent dans l'entreprise. Moi je suis en train de négocier, si vous voulez, un taux de rendement, un taux minimum de rentabilité pour lequel je peux déposer mon argent pour recevoir un retour sur investissement. Si le taux minimum n'est pas atteint, je vais m'abstenir à placer mon argent dans votre entreprise et je vais chercher une autre entreprise qui va me permettre un taux minimum exigé. Et donc bien sûr ce taux minimum exigé, effectivement, nous avons vu au niveau de la semaine, bien la séance dernière, que parmi les méthodes, c'est que par exemple, on peut effectivement calculer le taux de rentabilité financière. Le taux de rentabilité financière, on peut le considérer comme étant le taux de rentabilité minimum exigé par les actionnaires. Et donc si par exemple l'entreprise, à travers ses données du bilan, est dans la possibilité de calculer ou bien de trouver la rentabilité financière, bien le taux de rentabilité financière, il va dire aux actionnaires que la rentabilité financière de l'entreprise, avec ses circonstances, avec la conjoncture, dans le cas actuel, nous offrons un taux de rentabilité financière qui est égal par exemple à 12%. Et donc on va essayer d'assimiler ce taux de minimum exigé dans le calcul, ou bien dans le processus, ou bien dans le système d'actualisation des cash flows, etc. pour le calcul de la vanne et ainsi de suite. Donc on peut se fixer l'objectif de calculer la rentabilité financière de l'entreprise à travers bien sûr les données du bilan pour effectivement donner au public le taux de rentabilité que l'entreprise offre. Donc bien sûr les taux de rentabilité diffèrent d'une entreprise à une autre puisque chaque entreprise a son propre bilan qui est bien évidemment différent des autres. Donc chaque entreprise a un taux de rentabilité financière. Donc bien sûr, la semaine dernière, nous avons vu qu'à travers un exemple, pour ne pas alourdir la vidéo, donc on ne va pas reprendre l'exemple, à travers l'exemple, nous avons effectué, ou bien nous avons tiré trois conclusions, si vous voulez, trois lectures, donc trois cas. Justement, le premier cas, à travers le premier cas, nous avons décelé la conclusion que plus l'entreprise s'endette
et plus sa rentabilité financière s'améliore. Dans un deuxième cas, dans le même cas d'entreprise, mais on a changé un peu les données. Dans le deuxième cas, plus l'entreprise s'endette, moins est sa rentabilité financière. C'est le contraire de la première, conclusion. Et dans un troisième cas, dans le même exemple de la même entreprise, nous avons conclu que plus l'entreprise ou bien la rentabilité financière n'est pas influencée par le taux d'endettement d'entreprise. Et donc ce sont des trois conclusions qui sont contradictoires, qui sont opposées, bien sûr, qui ne suivent pas une certaine logique. Nous avons essayé d'expliquer ça en faisant effectivement apparaître ou bien un cas général, si vous voulez. On doit généraliser, si vous voulez, pour effectivement ressortir les trois cas. Pourquoi on a effectivement, on est arrivé à faire des conclusions qui sont aussi opposées entre elles. D'accord? Et donc pour ce faire, nous allons généraliser. On va justement on va poser effectivement K comme capitaux propres, D pour les dettes, la rentabilité économique avec RE, la rentabilité financière avec un taux d'intérêt petit t et un taux d'imposition grand T. D'accord? Donc si on voudrait faire un rappel de la définition, par définition, la rentabilité économique, le taux de rentabilité économique est égal, dites-moi s'il vous plaît, résultat d'exploitation, n'est-ce pas? Le résultat d'exploitation sur les capitaux investis ou bien sur l'actif économique. Sur l'actif économique. Et bien sûr, tel que l'actif économique, elle est égale à l'actif immobilisé plus le BFR. D'accord? Plus le BFR ou bien le BFG si vous voulez. Et donc, également, en remplaçant le BFR par sa formule, c'est l'actif immobilisé plus l'actif circulant moins le passif circulant. Et donc, l'actif immobilisé plus l'actif circulant moins le passif circulant, y compris effectivement la trésorerie. Donc, on aura effectivement, si je retranche le passif circulant de l'actif immobilisé et de l'actif circulant, je vais avoir les capitaux propres plus les dettes. Donc là, si j'ai les deux parties du bilan, si j'ai l'actif immobilisé, l'actif circulant et le passif circulant. Si je retranche, si je prends ce rectangle-là et je retranche le passif circulant, je vais avoir le reste en haut du bilan, ou bien le haut du passif, c'est-à-dire le financement permanent, ou bien ce qu'on appelle les capitaux investis. Et donc, donc l'actif économique, elle est égale au capitaux propres plus les dettes, c'est-à-dire le financement permanent. Très bien. Donc, en partant de cette écriture-là, on peut effectivement ressortir le résultat d'exploitation. Donc, le résultat d'exploitation, elle est égale. Le résultat d'exploitation est égal à travers cette formule. Elle est égale, donc le produit des moyens égal au produit des extrêmes. D'accord? Puisque c'est une égalité ici, deux fractions qui sont égales, ça c'est sur 1. Et donc, résultat d'exploitation fois 1, c'est résultat d'exploitation, elle est égale au produit des moyennes. D'accord? Le produit des moyennes c'est RE que multiplie l'actif économique. N'est-ce pas? Donc, c'est la rentabilité, le taux de rentabilité économique que multiplie l'actif économique. Et donc, on peut remplacer l'actif économique par... Voilà. Donc, cela implique que le résultat d'exploitation, le REX, il est égal à RE que multiplie K plus D. Les capitaux propres plus les dettes. D'accord? Donc là, c'est le résultat d'exploitation. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à calculer la rentabilité financière. On cherche le taux de rentabilité financière. Et donc, le taux de rentabilité financière, c'est le résultat net sur les capitaux propres. Donc, on a besoin du résultat net, d'accord? Puisque les capitaux propres, on en a.
Mais ce qui ne manque au niveau de... Puisque la rentabilité financière, elle est égale. Vous avez dit au résultat net divisé par les capitaux propres. Donc on a besoin pour calculer la rentabilité financière, on a besoin du résultat net. On a besoin du résultat net. On a le résultat d'exploitation. On peut calculer le résultat net en passant par le résultat d'exploitation, n'est-ce pas? Et donc le résultat, pour calculer le résultat net, on passe du résultat d'exploitation justement en calculant le résultat avant impôt. Très bien. Et donc le résultat avant impôt, elle est égale à quoi? Elle est égale au résultat, monsieur s'il vous plaît. C'est le résultat d'exploitation moins les charges. Tout à fait, très très bien. Puisque les autres éléments dans l'exercice n'existent pas. Puisque pour calculer le résultat avant impôt, c'est le résultat courant plus le résultat non courant au niveau du CPC. D'accord? Et donc le résultat courant, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Et donc nous n'avons que le résultat d'exploitation. On doit calculer le résultat financier justement pour l'ajouter au résultat d'exploitation pour avoir le résultat courant. Pour avoir le résultat courant auquel on ajoute le résultat non courant pour avoir le résultat avant impôt. Puisque au niveau de l'exercice, on n'a pas de charges et de produits non courants, donc on n'a pas de résultat non courant, on n'a pas d'autres éléments sauf on a justement des charges d'intérêt comme il a dit votre camarade tout à l'heure, et donc on a justement à calculer le résultat financier. Et puisque au niveau d'exercice on n'a pas de produits financiers, on n'a que de charges financières. Et donc on peut avoir la relation entre résultat d'exploitation et résultat avant impôt en faisant c'est le résultat d'exploitation, le REX, duquel je déduis les charges financières. Les charges d'intérêt, elles sont calculées comment? Les charges d'intérêt, le taux d'intérêt fois le montant emprunté, tout à fait, qui est le montant des dettes qui est D ici. Et donc je multiplie T fois D pour avoir effectivement les charges financières qui sont supportées par l'entreprise. Et donc c'est T que multiplie D, d'accord? Très bien. Et sachant que effectivement on va remplacer le résultat d'exploitation par son expression. D'accord? Puisque on ne connaît pas le résultat d'exploitation, mais on connaît son expression. Et donc, effectivement, ce qui donne que le résultat avant impôt, il est égal, dites-moi, le taux de rentabilité économique, oui, que multiplie les capitaux propres plus les dettes, moins la charge, justement, d'intérêt, bien les charges financières. Très bien. Et donc, le résultat avant impôt, à partir du résultat avant impôt, on peut calculer le résultat net, n'est-ce pas? Et donc, le résultat avant impôt, donc ici, je vais ouvrir une petite parenthèse, résultat net, il est égal à quoi? Au résultat avant impôt, moins l'impôt sur le résultat. Impôt sur le résultat. Et bien sûr, l'impôt sur le résultat, donc égal, résultat net est égal au résultat avant impôt, moins l'impôt, comment on le calcule? On le calcule effectivement par le résultat avant impôt, comme multiplier le taux d'imposition. D'accord? Pour ressortir l'impôt, on n'a qu'à justement multiplier le taux d'imposition fois le résultat avant impôt pour ressortir l'impôt sur les résultats. Bien sûr, c'est en gestion financière, bien sûr, en fiscalité, c'est tout un processus. Pour calculer l'IS, ça nécessite effectivement un certain parcours justement à suivre. Mais pour des besoins pédagogiques de simplification, on multiplie le taux d'imposition fois le résultat avant impôt pour avoir l'impôt sur les résultats. Et donc ici, résultat avant impôt que multiplie T. On peut factoriser par le résultat avant impôt, c'est 1 moins T. Et donc le résultat net est égal au résultat avant impôt que multiplie le coefficient d'imposition. C'est ça qu'on appelle le coefficient d'imposition. Et donc je vais mettre directement, sans passer par ces étapes, je vais mettre résultat net, il est égal. Oui, dites-moi. C'est le résultat avant impôt que je multiplie fois 1 moins T. Donc résultat, pardon, ça c'est
fois, c'est la rentabilité économique fois K plus D moins la charge d'intérêt, le taux, je vais le multiplier fois 1 moins grand T, qui est le taux de, si vous voulez, d'imposition. Et nous, on cherche quoi? Rappelez-moi s'il vous plaît. On cherche la rentabilité financière. On cherche la rentabilité financière. Et donc la rentabilité financière, c'est RF, la rentabilité financière est égale au résultat net que divisent les capitaux propres. Donc je vais diviser toute cette expression sur K, d'accord? Je vais la diviser sur K. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser, je vais avoir sur K ici. Donc voilà, je vais le mettre. Je voudrais brûler une étape. Je la brûle directement. Sinon, avant de calculer cette... avant de passer à calculer la rentabilité financière, moi je voulais factoriser par D si vous voulez. D'accord? Sinon, on calcule la rentabilité financière et on factorise après, comme vous voulez. D'accord? Mais c'est mieux de passer par cette étape. Donc Rn, le résultat net, il est égal à, donc Re, je vais factoriser ici, développer, pardon, que multiplie K, plus Re que multiplie D, d'accord, moins T que multiplie D. Donc ici c'est fois, d'accord, fois et non pas le rex. Ici également c'est fois. Et donc là, je factorise fois 1 moins T, le taux fois 1 moins T, d'accord? Et donc ici, je peux factoriser par D. Donc je termine là. Donc le résultat net, il est égal à RE, c'est-à-dire la rentabilité économique, que multiplie K, plus, je factorise par D, n'est-ce pas? Facteur de RE, la rentabilité économique, moins T. Très bien. Et puis, je multiplie le tout fois 1 moins 1T pour justement avoir l'impôt sur les résultats, ou bien pour avoir le net, le résultat net d'impôt. D'accord? Et donc là, je peux calculer, la rentabilité financière. La rentabilité financière, elle est égale, ou bien le taux de rentabilité financière, je divise, comme nous avons dit, je divise sur K. Je divise sur K, donc cela, il va donc perdre. Donc on aura RE plus ici, voilà, RE moins T que multiplie D sur K, le taux 1 moins T. Bien sûr, on ne va pas diviser sur K ici, puisque si on divise sur K, on va justement faire appliquer là où il y a le signe plus, mais là où il y a le signe du produit, donc il est inclus. D'accord? Si je fais par exemple A plus B, le tout fois C, si je divise sur D, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir A sur D plus B sur D, le tout fois C. D'accord? Donc c'est ce qu'on a fait ici. Et donc bien sûr c'est la formule, si vous voulez, c'est la formule qui va nous permettre justement de déceler ou bien de ressortir les 3 cas qui nous apparaissent au départ qui sont contradictoires. Au départ c'était contradictoire, mais avec une certaine logique, nous allons voir que c'est possible. D'accord? Et donc là, on va essayer de voir effectivement que ici, il y a les composantes de cette formule. La rentabilité financière et les fonctions de quoi? Et les fonctions de la rentabilité économique, c'est-à-dire celle qui concerne ça c'est la rentabilité qui concerne les actionnaires, ça c'est la rentabilité qui concerne les dirigeants, les prêteurs d'argent, etc., les pourvoyeurs de fonds. Et donc c'est les fonctions de la rentabilité économique, mais majorées ou minorées, d'accord? Majorées ou minorées de ce qu'on appelle
un effet. Donc quand on ajoute, on diminue, on soustrait quelque chose de quelque chose, on va dire que cet ingrédient qu'on ajoute ou qu'on soustrait est considéré comme étant un effet. Il apporte un effet sur la rentabilité économique. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc on a deux cas de figure qui sont à envisager. Qui sont les deux cas de figure? Les deux premiers cas de figure à envisager. Dites-moi s'il vous plaît, si vous avez une... Lorsque la rentabilité inférieure. Donc, pardon s'il vous plaît, c'est très bien, c'est très bien. Vous avez donc voulu commencer par la rentabilité économique et le taux d'intérêt. Moi j'ai une autre logique à faire avant de passer à cette réponse. On y arrivera, d'accord? Mais le premier cas auquel vous devez faire attention, c'est que D est égal à 0 ou D il est différent de 0. C'est les deux cas. Si D est égal à 0, peu importe est-ce que RE il est supérieur à T, peu importe est-ce que c'est T qui est supérieur à RE. Ça ne change rien puisque D il est égal à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'effet. L'effet de levier il est comment? Il est nul, il n'y a pas d'effet. Pourquoi il n'y a pas d'effet? Parce que cet effet-là, il est égal à 0. Quand on dit effet égal à 0, donc il y a absence d'effet. Il y a absence d'effet, pourquoi? Parce qu'effectivement, D, il est égal à 0. Donc c'est la première remarque à laquelle je dois faire attention, parce que si D est égal à 0, peu importe RE et T, leur comparaison, ça apporte, donc ça importe très peu. D'accord, donc le premier cas, on va mettre K1. Donc K1, dites-moi, c'est D est égal à 0. D est égal à 0. Si D est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire D est égal à 0? Donc l'entreprise ne s'endette pas. Elle utilise que les capitaux propres dans son... Voilà. Donc du moment où elle utilise seulement les capitaux propres dans le financement de ses investissements, et donc D est égal à 0. Et donc il n'y a pas d'effet de levier, puisque l'effet de levier, il est... Donc dans ce cas, absence ou existence? Absence d'effet de levier. Pourquoi? Parce que le levier ici, il est comment? Il est nul. Le levier, il est nul. Il n'y a pas de levier. Vous savez ce que ça veut dire le levier? Le levier. Il y en a un adage qui dit donnez-moi un levier et un point d'appui et j'enlève toute le globe terrestre. Si j'ai un levier et un point d'appui, je peux lever un poids qui est difficilement... donc ça c'est un levier. Celui-là est un levier et là c'est un point d'appui. Ça c'est le point d'appui. Donc je peux justement lever un poids qui est un peu plus lourd, plus ou moins lourd. C'est juste une métaphore. Hein. Même si vous avez un levier, un point d'appui, on ne peut pas lever la planète. D'accord? Très bien. Et donc le levier, il est nul, c'est-à-dire que ça n'existe pas, et donc il n'y a pas d'effet de levier. Très bien. Le deuxième cas numéro 2, D, il est différent de 0. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est en train de s'endetter. Il s'endette. L'entreprise, il s'endette. Du moment où l'entreprise s'endette, il y a existence ou il n'y a pas existence d'effet de levier. Donc là, on a l'obligation de passer à approfondir un peu l'analyse en faisant la comparaison pour savoir est-ce que c'est un plus ou c'est un moins. Si c'est un plus, c'est un effet de levier. Si c'est un moins, c'est-à-dire l'entreprise, plus elle s'endette, plus elle s'appauvrit. D'accord? Très bien. Donc le deuxième cas, D il est différent de 0. Pour le deuxième cas, combien de cas de figure envisagés? 3. Il y en a 3. Il y en a 3, puisque nous avons, si vous voulez, la semaine dernière, nous avons justement tracé trois tableaux, si vous vous rappelez bien. Et donc le premier cas, le premier sous-cas, si vous voulez, c'est la rentabilité, le taux de rentabilité économique, il est supérieur au taux d'intérêt. Si le taux de rentabilité économique est supérieur au taux d'intérêt et que D il est différent de 0, et donc là, D il est différent de 0, c'est-à-dire il est strictement positif, K il est strictement positif, D sur K, la fraction D sur K elle est strictement positive, et donc il reste
le signe de l'effet de levier, il dépend du signe de cette différence. Puisque RE elle est supérieure à T, je vais mettre T ici, donc ça va changer de signe. R moins T, elle est comment? Elle est positive. C'est-à-dire que RE moins T, il est strictement positif. Et donc là, la rentabilité financière, elle est égale à la rentabilité financière. La rentabilité financière est égale à la rentabilité économique, majorée ou minorée? Majorée de quelque chose qui est comment? Positif. Et donc c'est une richesse, c'est un enrichissement, c'est un appauvrissement. C'est un enrichissement. Et donc ici, il y a effet de levier, d'accord? Parce que d'abord, ici, l'effet de levier il est positif, le levier il est justement strictement positif, et le radical R1-T il est également positif, et donc il y a effet de levier. Comment je vais l'expliquer? Plus l'entreprise, c'est ce qu'a dit votre camarade tout à l'heure, plus l'entreprise s'endette, sa rentabilité financière 100 millions. 100 millions. Ou bien on va dire plus elle s'endette, plus elle s'enrichit, plus les actionnaires s'enrichissent. D'accord? Très bien. Est-ce qu'il y a un deuxième cas? Le deuxième cas c'est RE, c'est le contraire. RE il est inférieur à T. C'est-à-dire la rentabilité économique, il est inférieur à T. Avant s'il vous plaît, avant de passer au deuxième cas, RE il est supérieur à T. Pourquoi l'entreprise s'enrichit? Les actionnaires s'enrichissent? Tout simplement parce que la conjoncture économique il est très favorable. C'est-à-dire, en pesant son argent dans un projet, il va générer plus que s'il est placé sous forme d'un compte bloqué. C'est-à-dire ici, la sphère économique réelle, elle est vraiment intéressante. La conjoncture, elle est très favorable à la croissance que par rapport donc, que finalement le taux de rentabilité économique il dépasse le taux d'intérêt. Et donc la conjoncture économique il est comment? Il est favorable, très favorable. Ici, la conjoncture économique il est défavorable. C'est le cas des crises, c'est le cas par exemple le pays où l'économie nationale traverse une crise quelconque, une crise économique, financière et tout. Et donc la rentabilité économique dans ce cas, elle est inférieure au taux d'intérêt ou bien à la charge financière. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir RE moins T, il est inférieur à 0. Est-ce qu'il y a effet de levier? Il y a effet de massue. Il y a effet de massue, c'est-à-dire plus l'entreprise s'endette, plus donc sa rentabilité financière se détériore. Et donc les actionnaires, ils n'ont pas intérêt à s'endetter davantage puisque la rentabilité économique, là où ils vont utiliser l'argent, il n'est pas une conjoncture, il n'est pas un terrain fertile pour la production. Et donc il vaut mieux ne pas s'endetter davantage puisque si on s'endette, on va appauvrir les actionnaires. Très bien. Et il reste un troisième cas qui est là où la rentabilité économique est égale à T, au taux d'intérêt. Dans ce cas-là, RE moins T est égal à 0. Est-ce qu'il y a effet de levier? Il n'y a pas effet de levier. C'est-à-dire que l'entreprise, qu'elle s'endette ou qu'elle ne s'endette pas, peu importe sa stratégie d'endettement, la rentabilité financière ne change pas. D'accord. Et donc, comment on va l'exprimer? On va dire il y a absence d'effet levier. D'accord. Donc, absence d'effet de levier. Autrement dit, la rentabilité financière de l'entreprise est indépendante de la stratégie d'endettement de l'entreprise, ou bien ce qu'on appelle la stratégie d'endettement, ou bien la structure financière du capital. Elle est indépendante de la structure, comment elle est
il est fait, est-ce qu'il y a plus de dettes ou moins de dettes. Donc, peu importe, la rentabilité financière, il ne s'impacte pas, il ne s'influence pas par la stratégie ou bien la stratégie d'endettement ou bien la structure financière du capital. Et donc, pour clore, pour répondre à la question de départ, puisque nous avons commencé par une problématique, quel est le taux d'actualisation que nous avons utilisé? Donc, nous avons utilisé la première méthode qui est le taux de rentabilité minimum exigé, en utilisant la méthode de l'effet de levier pour ressortir la rentabilité financière, le taux de rentabilité financière exigé par les actionnaires. Et donc, on va prendre le taux de rentabilité financière comme étant un indicateur justement, ou bien un outil pour effectivement l'utiliser comme taux d'actualisation. Donc, si on applique cette formule, bien si on prend en considération une application numérique des données de l'exercice que vous avez et vous les appliquez ici, vous allez avoir pour les trois cas une rentabilité économique avec une rentabilité économique, je ne sais pas de combien, un taux d'intérêt, D et K. Si vous avez tous ces ingrédients-là, il est facile de calculer la rentabilité financière, très facile. D'accord? Et donc, du coup, on aura effectivement un outil, un premier outil pour estimer le taux d'actualisation de l'entreprise. Donc, merci de votre attention. C'est ainsi que cet épisode sur le taux d'actualisation prend fin. J'espère qu'il vous a intéressé et on se donne rendez-vous dans une nouvelle épisode. Merci.